Le triangle des Bermudes. Alors que vous pourriez le considérer comme une zone parfaitement triangulaire, entre Porto Rico, la Floride et les Bermudes, le soi-disant triangle du diable est tout sauf clairement défini. Depuis des décennies, cette étendue de près d'un demi-million de miles carrés d'océan est créditée de certains des plus grands mystères de l'histoire moderne. Qui est à blâmer pour ces disparitions? Est-ce qu'une accumulation de bulles de méthane a causé l'explosion d'un bateau de 164,59 mètres? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre et plus vivant, surgissant de l'eau? Est-ce qu'un cyclone a abattu une flotte de bombardiers de la marine? Ou pourrait-on blâmer un trou de verre? Les théories vont du pratique à l'extraterrestre. Et bien que les scientifiques aient une nouvelle théorie qui dément les suggestions sur les extraterrestres ou la cité perdue de l'Atlantide, tous les détails que nous ne connaissons pas rendent tentant de voir une certaine vérité dans la façon dont ces théories sont apparues. Nous savons ce qui a disparu, et pour la plupart, quand. Le où, pourquoi et comment, cependant, sont restés sans réponse, alors que de plus en plus de navires se dirigent vers un horizon bleu et ne reviennent jamais. Les secrets détenus dans les eaux agitées et les cieux indisciplinés du triangle ont échappé aux scientifiques pendant des années. De nombreuses épaves et navires perdus en mer restent non récupérés, ce qui est compréhensible vu les profondeurs vertigineuses des fonds marins à cet endroit. Prenez par exemple la fosse de Porto Rico, au point le plus au sud du triangle. À 8400 mètres sous le niveau de la mer, dans la croûte terrestre, il n'y a même pas tant de navires capables de descendre et d'explorer l'immense obscurité inconnue. Toutefois, grâce à l'avancée technologique, notre compréhension de l'univers sous-marin du triangle des Bermudes s'est améliorée. Les histoires d'aventure et d'exploration ont toujours capturé et captureront toujours l'imagination humaine. Nous anticipons que les histoires aient des fins logiques, mais lorsque les faits ne correspondent pas, nos esprits s'égareront dans des lieux fantastiques. Ainsi, lorsque 50 navires et 20 avions ont mystérieusement disparu dans ces limites, le mythe du triangle des Bermudes a trouvé une vie propre là où tant d'autres avaient perdu la leur. Aujourd'hui, les mythes ont été démystifiés par une théorie exceptionnelle, mais avec d'innombrables navires et explorateurs toujours perdus en mer, peut-être y a-t-il une chance que la découverte de plus de preuves montre que le triangle des Bermudes recèle plus de secrets que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors, plongeons dans certaines des histoires les plus fascinantes de navires disparus. Mais d'abord, nous devons définir l'emplacement et l'existence du triangle. Ce n'est pas aussi clair que vous pourriez le penser. Nous savons qu'il n'y a pas de repères concrets qui définissent résolument le triangle des Bermudes. Situés approximativement entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, les eaux du triangle attirent pour les touristes, les navires de transport et les personnes qui font la navette entre différents lieux. La première mention du triangle des Bermudes a été faite dans une édition de 1964 du magazine Argosy, un magazine de science-fiction culte connu pour ses histoires d'aventures sauvages et ses réflexions sur les êtres extraterrestres. Vincent H. Gaddis commence son article « Le triangle des Bermudes mortelles » avec une question fatidique qui allait définir la région pour les décennies à venir. Qu'est-ce qui fait que cette partie particulière du monde a détruit des centaines de navires et d'avions sans laisser de traces? C'était la première fois que quelqu'un reliait les accidents apparemment sans lien et les attribuait à quelque chose de mystérieux. Alors que des mythes circulaient autour des disparitions et des navires non récupérés, l'idée que des dizaines d'engins habités disparaissent sans laisser de traces dans la même région était immédiatement déconcertante. À partir de ce moment-là, toute tragédie ou activité météorologique douteuse a été attribuée aux forces mystérieuses à l'œuvre dans le triangle des Bermudes. Mais l'essor du mythe du triangle des Bermudes coïncide avec quelques inventions clés qui ont rendu possible la diffusion de théories. Une grande contribution à l'intérêt pour l'Atlantique a coïncidé avec les progrès de la technologie de capture d'images dans les années 1950. La première image de la Terre a été prise depuis un satellite en 1959. Elle n'a pas le même niveau de détail auquel nous pourrions être habitués aujourd'hui, et elle frôle un peu l'abstrait, mais la capacité de capturer des images de la Terre depuis l'espace a inauguré une nouvelle ère d'exploration marine. Avec une meilleure technologie de capture d'images depuis l'espace, la vue d'oiseaux des humains sur la mer a aidé à peindre une image plus claire des zones précédemment inexplorées. De plus, les météorologues ont eu accès à des preuves de systèmes de tempêtes et de modèles météorologiques de manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer auparavant. Ces découvertes ont changé et remis en question les théories avancées sur le triangle des Bermudes. Mais avant que nous puissions tenter de démystifier ces mystères, nous devons comprendre le contexte entourant ces théories. Les téléviseurs avaient été introduits au public dans les années 1930, mais il a fallu attendre la fin des années 40 pour qu'ils deviennent courants dans certaines nations. Alors que les transmissions radio permettaient depuis longtemps aux animateurs et commentateurs de raconter des histoires en utilisant un langage coloré et une intonation,
Avec l'avènement de la télévision, les nouvelles ont pris un élément visuel qui permettait aux téléspectateurs d'avoir l'impression d'être sur les lieux où quelque chose s'était passé. Des événements qui se déroulaient de l'autre côté du monde pouvaient être vus dans votre salon, facilitant l'imagination de parties du monde où ils n'avaient jamais été. Mais quand quelque chose se passait et qu'il n'y avait pas d'image, pas de vidéo, pas d'enregistrement auquel se raccrocher, beaucoup de gens ressentaient le besoin d'inventer une explication aux bateaux et avions qui avaient disparu. L'article de Vincent Gaddis n'était pas la première fois que quelqu'un regardait la mer des Sargasses et imaginait quelque chose de puissant à l'œuvre, mais son écriture a suscité un tourbillon d'intérêt pour les cas des avions perdus et des navires fantômes qu'il mentionne. Fait intéressant cependant, il n'a proposé aucune théorie sur ce qui aurait pu être à l'origine de l'activité dans le triangle, mais en lui donnant un nom et en exploitant la curiosité innée des humains pour comprendre le comment, quand et où des histoires que nous entendons, Gaddis a ouvert les vannes pour que la culture populaire capitalise sur le mystère de la mer. Les théories qui ont suivi ont instillé la peur chez beaucoup, mais semblent captiver à peu près tous ceux qui les ont rencontrés. Alors examinons de près plusieurs de ces mystères. Les bateaux naviguent sur les eaux entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico depuis des siècles, sinon des millénaires. On estime que les personnes connues sous le nom de Lucayans utilisèrent des bateaux pour sauter d'île en île dans l'archipel des Bahamas il y a 1000 ans. Il est impossible de déterminer le nombre de bateaux qui ont coulé dans l'Atlantique depuis le début de la navigation humaine. Ce n'est en aucun cas un phénomène moderne, mais en utilisant le récit de Gaddis sur le mystère du triangle des Bermudes pour guider notre enquête, les disparitions sur l'eau ont connu une augmentation à partir de la fin des années 1800. Commençons par le Her Majesty's Ship Atalanta, une frégate navale de 26 canons. Le navire avait vu de l'action dans les îles Keeling, dans l'océan Indien, avant de se diriger vers le triangle des Bermudes. Initialement nommé le Her Majesty's Ship Juno, l'Atalanta était venu dans la région pour servir de navire d'entraînement. En 1879, l'Atalanta a navigué avec 280 personnes à bord. Les registres indiquent que lors de sa 3e expédition d'entraînement, le navire a fait escale aux Bermudes. Une épidémie de fièvre jaune s'était répandue parmi l'équipage, alors le capitaine du navire, Francis Sterling, a maintenu son équipage sur un horaire serré et a rapidement mis les voiles pour retourner à Portsmouth, une destination qu'ils n'atteindraient jamais. Ils ont quitté les Bermudes fin janvier, avec l'intention d'arriver chez eux en avril. Après un événement mystérieux en mer, tous les 280 ont été présumés perdus et déclarés morts en juin 1880. Il est également inimaginable qu'un bateau de cette taille disparaisse sans laisser de traces. Des théories sur des vagues scélérates de plusieurs centaines de pieds ont émergé, évoquant le Kraken de Jules Verne. Alors que la science-fiction dominait le monde littéraire à l'époque, une tragédie réelle impliquant des centaines de vies perdues rendait les fantastiques étrangement possibles. Alors que les rumeurs auraient pu s'arrêter là et se fondre dans une conclusion décevante que les hommes étaient perdus en mer, de plus en plus d'incidents ont surgi peu de temps après et ont rendu cette conclusion simple, mais insatisfaisante, plus difficile à accepter. Mais la prochaine histoire est sûre de vous donner des frissons dans le dos. Juste un an plus tard, en 1881 peut-être, la rencontre la plus mystérieuse jamais enregistrée dans le triangle a eu lieu. Un schooner de 64 mètres, l'Ellen Austin, a pris sa route habituelle de Liverpool à New York City. Après plusieurs semaines de navigation, le capitaine Griffin de l'Ellen Austin a redirigé son cap et s'est retrouvé dans les eaux agitées de la mer des Sargasses, assez loin de sa route. Le détour a amené son équipage dans la ligne de mire d'un autre bateau qui semblait naviguer sans objectif. Par curiosité, l'Ellen Austin s'est approché du navire pour découvrir que le navire avait été entièrement abandonné. Bien que sa cargaison et ses quartiers de croisière n'aient pas été touchés, le capitaine Griffin a ordonné à certains de ses hommes de monter à bord du bateau mystère afin que les deux bateaux puissent poursuivre le reste du voyage en tandem. Une fois le bateau revenu à New York, sa cargaison pourrait être déchargée et il pourrait chercher des preuves de ce qui est arrivé à l'équipage. Alors que les deux navires prenaient à la mer, une tempête soudaine les a séparés. Ce n'est pas un phénomène rare avec des bateaux de cette taille, en mer agitée. Quand les nuages se sont calmés, le capitaine Griffin a aperçu l'autre bateau et s'est approché. Encore une fois, il a trouvé le bateau abandonné. Cette fois, c'était ses membres d'équipage qui avaient disparu sans laisser de traces. Par peur que remettre le navire en service ne soit une condamnation à mort pour son équipage, le capitaine Griffin a abandonné le navire et s'est précipité vers New York, laissant le bateau qui semblait dévorer les humains s'estomper à l'horizon. Mais même un bateau dévorant des humains pâlit en comparaison de ce qui est connu comme la plus grande perte de vie dans l'histoire de la marine américaine, sans impliquer de combat,
même à ce jour. Avançons rapidement d'environ 30 ans, à 1918. La Première Guerre mondiale fait rage en Europe, et les nations des Caraïbes sont secouées par la grippe espagnole, qui a causé plus de 100 000 morts. Des émeutes raciales éclataient partout aux États-Unis, alors que les femmes étaient sur le point de gagner le droit de vote. Essentiellement, les gros titres du monde entier étaient saturés de nouvelles d'événements historiques sans comparaison. Mais lorsque 306 membres d'équipage et passagers ont disparu du United States Ship Cyclops, c'était un grand moment. Avec le lieutenant-commandant George Washington Worley à la barre, ce bateau de 167,64 mètres de long a disparu sans laisser de traces. Le navire avait joué un rôle dans la Première Guerre mondiale, transportant du charbon vers des navires partout dans le monde. En mars 1918, l'United States Ship Cyclops était chargé de 11 000 tonnes de minerais de manganèse à transporter de Rio de Janeiro aux États-Unis. Le navire a effectué un arrêt non prévu à la Barbade, son dernier emplacement connu. Avec 1287 km nautiques jusqu'à leur destination, l'United States Ship Cyclops a pris la mer, mais n'a plus jamais été vu ni entendu. Le dernier message de l'équipage disait « Temps clair, tout va bien ». Pas même un message Save Our Souls de l'équipage expérimenté de marins de la marine n'a été envoyé. L'United States Ship Cyclops, peut-être en partie à cause de son nom mythologique, a suscité des théories sur la cité perdue de l'Atlantide. L'écrivain Charles Berlitz a d'abord proposé que l'Atlantide avait été engloutie dans le triangle des Bermudes et que la cité perdue était devenue un centre d'activité paranormale. Peut-être que les âmes fantomatiques perdues cherchaient de compagnie. Ou peut-être que l'United States Ship Cyclops s'est écrasé contre une tour sous-marine, ces débris devenant une partie d'un paysage urbain non découvert. D'autres se sont demandé si le manganèse dans la cargaison aurait pu exploser ou si un sous-marin allemand, U-Boat, se cachait discrètement parmi les vagues avant de couler le navire collier. C'était peut-être une mutinerie ratée qui a entraîné la perte de tous. Une autre théorie un peu plus ancrée dans la science concerne les bulles de méthane. Des bulles de méthane solides sous-marins remontent parfois à la surface. Quand il s'agit d'une seule bulle, elle fait peu de dégâts, mais certains ont théorisé sur les éruptions sous-marines, semblables à une éruption volcanique. Il y a beaucoup de hasard quant à la position d'une bulle par rapport à la barre d'un navire, mais l'idée que le gaz s'échappant du fond soit suffisant pour couler un navire de 152,4 mètres vous fait réfléchir à deux fois avant de prendre la mer dans le triangle des Bermudes. Et, comme nous le découvrirons, ceux qui pilotent des avions ont eu des expériences tout aussi mystérieuses que leurs homologues en bateau. Mais avant de pouvoir regarder vers le ciel, nous avons encore un phénomène nautique à explorer. Les insaisissables navires fantômes. D'innombrables navires se sont aventurés dans les eaux du triangle et sont revenus à terre sans faillir. Mais le fait demeure qu'il y a de nombreux naufrages au fond de l'océan. Il y a une raison pour laquelle la zone autour des Bermudes a même été appelée la capitale mondiale des naufrages. Les épaves les plus notables aux Bermudes ont trouvé leur dernier lieu de repos sous la mer à cause de batailles, de collisions avec des récifs et de naufrages intentionnels pour créer des récifs. Mais tragiquement, tous les navires disparus ne sont pas retrouvés, comme le montrent peut-être les mystères autour du Her Majesty's Ship Atalanta, de l'Helen Austin et de l'United States Ship Cyclops. Comme le navire vide rencontré par l'équipage de l'Helen Austin, les navires fantômes ne sont pas si rares dans le triangle des Bermudes. Alors que toutes les disparitions se terminent vraisemblablement par le même sort sous-marin pour les passagers et le bateau, les navires fantômes sont des navires récupérés sans aucune trace de l'équipage qui les a manœuvrés. Le mystère autour d'eux semble exacerbé par rapport aux disparitions ordinaires. Par conséquent, les théories le tentant d'expliquer ce qui s'est passé semblent également s'intensifier, comme vous le verrez dans la prochaine histoire. Avançons de seulement 3 ans, à partir de la disparition de l'United States Ship Cyclops, dirigeons-nous vers les eaux à l'est de la Caroline du Nord. Le Carroll A. Deering était en route de la Barbade vers Norfolk, en Virginie. Dirigé vers le nord, un schooner à 5 mâts, le navire était manœuvré par un équipage de 10 ou 11 personnes. Le 31 janvier 1921, depuis le phare du Cap Hatteras, la garde côtière a repéré le navire. Pour citer quelqu'un qui l'a vu, comme un Hollandais volant, le schooner à 5 mâts, Carroll A. Deering, a émergé des brumes autour des Diamond Shoals aujourd'hui. Toutes les voiles déployées, mais sans équipage. Vraiment un navire fantôme volant sur les eaux. Lorsque le navire a atteint les Diamond Shoals, une topographie en constante évolution de bancs de sable, au large des Outer Banks, le Carroll A. Deering était irréparable. La garde côtière a exploré l'épave pour constater que le navire était totalement abandonné. D'après les rapports, les voiles étaient dilevées et la nourriture préparée mais non consommée lorsque les gens sont montés à bord. Il n'y avait aucun signe évident de lutte, d'attaque ou même de mutinerie.
Juste 2 jours avant l'échouement du D-Ring, le navire avait passé le phare de Cape Lookout. Alors que les deux bateaux se croisaient, un membre de l'équipage du D-Ring avait crié qu'ils avaient perdu les 2 ancres. Mais sinon, tout allait bien. Alors, comment les choses ont si vite dégénéré? Le navire a-t-il été attaqué par des pirates? Y a-t-il eu une mutinerie? Si oui, pourquoi auraient-ils abandonné un navire parfaitement bon et bien approvisionné? 3 mois après, Christopher Columbus Gray a découvert un message dans une bouteille sur la côte de la Caroline du Nord. Le message disait « D-Ring capturé par un navire à combustion d'huile, enlevant tout et menottant l'équipage. L'équipage était caché sur le navire, sans espoir d'évasion. » Cet indice majeur a suscité encore plus de théories. Le département d'État a lancé une enquête officielle pour essayer de déterminer si un groupe de pirates était vraiment à blâmer. Des questions se sont alors posées quant à savoir si la disparition de l'équipage avait un lien avec la politique de l'époque. Les rumeurs ont augmenté sur la possibilité d'une participation russe à la disparition de l'équipage. Un journal a rapporté qu'une recherche mondiale était en cours pour l'équipage du D-Ring. Il a théorisé que l'équipage était supposé être des prisonniers russes qui avaient été kidnappés et escortés hors du bateau. Mais il s'avère que le message dans la bouteille était un canular. L'homme qui l'avait soi-disant découvert l'avait écrit. Impatient de faire renvoyer quelqu'un du phare de Cap Hatteras et de prendre son poste, Gray a fabriqué le seul indice de l'enquête. Alors que la recherche mondiale s'estompe, de nouvelles théories étranges sur les enlèvements par des extraterrestres sont apparues au premier plan, et la ferveur entourant les navires disparus a atteint l'un des films du réalisateur le plus célèbre du monde. La disparition qui a attiré le plus de théories sur les enlèvements par des extraterrestres était celle du vapeur Cotopaxi. Le film de 1977 de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, présente le Cotopaxi. Spielberg fait découvrir à ses personnages l'épave du Cotopaxi dans un endroit des plus inhabituels, le désert de Gobi. Ce film s'appuie sur la théorie selon laquelle le Cotopaxi a été englouti par le triangle des Bermudes, puis aspiré par des extraterrestres. Est-il possible que le Cotopaxi ait vraiment été enlevé par des extraterrestres? Examinons la nature de sa disparition. Le SS Cotopaxi était un navire à vapeur chargé d'une cargaison de 3800 tonnes de charbon. Son trajet était de Charleston à La Havane et elle avait 32 membres d'équipage à bord pour guider son chemin. Le Cotopaxi a quitté le port le 29 novembre 1925 et aurait rencontré une tempête tropicale 2 jours plus tard. Puis, elle a disparu de notre radar. Selon l'Associated Press, l'équipage a signalé que le Cotopaxi avait de l'eau dans sa cale et était fortement incliné. Avant de disparaître complètement, des signaux de détresse ont été envoyés, mais de toute évidence, personne n'a pu agir à temps. La plupart des intrigues entourant le Cotopaxi ne proviennent pas de sa disparition, mais plutôt de la multitude de théories que les gens ont élaborées pour expliquer la disparition de 32 personnes. Outre les rencontres extraterrestres que Spielberg a illustrées dans son film, des gens ont affirmé que le SS Cotopaxi était devenu un navire fantôme. En fait, quelques rumeurs en ligne ont circulé sur plusieurs sites web dans les années 2010, selon lesquelles le Cotopaxi avait été aperçu flottant sur l'eau. Soi-disant, des membres de la garde côtière cubaine ont repéré un navire sans équipage, se dirigeant vers l'île, et sont allés l'intercepter 90 ans après sa disparition. Cette nouvelle était stupéfiante. Comment le navire à vapeur avait-il pu rester à flot pendant tant d'années? Et s'il était si navigable, où était son équipage? Peut-être que la seule chose plus inquiétante que de trouver un bateau entièrement abandonné dans l'océan est d'en trouver un avec seulement un être vivant à bord. Un chien. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le Rubicon a été trouvé flottant dans le triangle des Bermudes. Bien que la technologie nautique d'aujourd'hui puisse rendre de nombreux aspects de la navigation conviviaux et que certains voiliers aient même des voiles automatisées, en 1944, les chiens ne pouvaient pas piloter des bateaux. Et aujourd'hui encore, ils ne le peuvent pas. Alors que des années de guerre sous-marine et de batailles navales prenaient fin, les journaux rapportaient qu'un navire avait été trouvé dans le Gulf Stream sans équipage. Trouvé échoué à 200 miles au large de la Havane, le navire a été remorqué jusqu'à Miami pour être récupéré. Cependant, un remorqueur arrivé a trouvé quelqu'un à bord. Selon le journal Argus, seul un chien a été trouvé à bord du Rubicon. La dernière entrée dans son journal de bord a été faite le 26 septembre lorsqu'elle a été mise à la Havane. Bien qu'il y ait eu un témoin de ce qui s'est passé sur les ponts du Rubicon, personne ne pouvait demander au seul survivant ce qui est arrivé à l'équipage du Rubicon. Un autre cas d'intervention extraterrestre? Peut-être que le chien s'est caché à l'endroit exact,
ou que les extraterrestres avaient leurs yeux spécifiquement sur les humains? Le mauvais temps a-t-il précipité l'équipage de leurs postes à la mer? Peut-être qu'une partie de l'équipage a risqué une mutinerie et qu'une bataille a éclaté, éliminant tout le monde. Ou quelque chose dans l'eau du triangle des Bermudes avait-il rendu les humains fous? Les scientifiques pensent avoir une réponse logique à ce phénomène, ainsi qu'à d'autres disparitions. Mais d'abord, nous devrons nous pencher sur l'autre sujet notable concernant le triangle des Bermudes. Les avions. Le triangle des Bermudes n'a pas seulement une vendetta contre les navires. Alors que le voyage en avion devenait de plus en plus populaire pour les opérations militaires et les loisirs, le nombre d'avions disparaissant dans le triangle des Bermudes a augmenté en parallèle. Juste un peu plus d'un an après que le Rubicon a été remorqué jusqu'au port, sans équipage et sans explication, l'une des disparitions les plus notoires dans le triangle des Bermudes a eu lieu. Connue sous le nom de Vol 19, une mission d'entraînement le 5 décembre 1945 a vu 5 bombardiers torpilleurs torpédo-bombés, Midwing Avenger, voler vers l'est au-dessus de l'Atlantique pour un vol de routine et ne jamais revenir. L'escadron d'avions de la marine américaine devait voler en formation triangulaire, partant vers l'est de la station aérienne navale de Fort Lauderdale sur 141 miles, puis vers le nord sur 73 miles, et enfin revenir sur une dernière étape de 140 miles pour terminer l'exercice. La dernière position connue du vol 19 était à 75 miles au nord-est de Cocoa, en Floride. Chaque avion avait assez de carburant pour un vol de 5h30 lors du décollage. Le vol était prévu pour durer seulement 3h13. Lorsqu'ils ont donné leur position pour la dernière fois, chaque avion avait un peu plus d'une heure de carburant restant. Les registres indiquent qu'à ce moment-là, le temps sur la mer des Sargasses s'est aggravé et les conditions maritimes se sont amplifiées. L'aéroport de Miami a signalé une grande zone de temps turbulent se développant à partir d'une tempête faisant rage sur la Géorgie. Au moment où la nuit est tombée, la tempête s'était déplacée vers la région de Miami, créant des rafales sur la mer et générant des vents de 40 mph à une altitude de 377,96 mètres, soi-disant des vents de 75 miles par heure montaient jusqu'à 877,96 mètres. Lorsqu'ils ont réalisé que les avions étaient manquants, la station navale a envoyé un certain nombre d'avions pour rechercher les appareils disparus. Un bombardier patrouilleur hydravion Mariner a décollé de la Naval Air Station Banana River, au nord de Fort Lauderdale, avec 13 hommes à bord. Ajoutant du sel à la plaie d'une journée déjà tragique, cet avion de secours n'est également jamais revenu à la base. Ce jour-là, un total de 27 hommes ont été perdus soit en mer, soit dans le ciel. En examinant les appels radio entre les aviateurs et la base ce jour-là, il semblait que les pilotes chevronnés s'étaient perdus au-dessus de l'océan. Un appel radio en vol a signalé des divergences entre les lectures de boussole de l'équipage et l'itinéraire qu'ils étaient censés suivre. Des vents puissants les avaient déroutés. Les équipages luttaient pour identifier leur position. Comme la navigation en mer, le voyage aérien dépendait fortement de l'utilisation de boussoles pour déterminer la bonne direction de voyage et comment trouver un lieu en fonction de la proximité des points de repère. Mais une théorie dominante sur la fréquence des accidents dans le triangle des Bermudes a à voir avec sa localisation le long d'une ligne agonique, une ligne longitudinale où il n'est pas nécessaire de compenser la variation de la boussole magnétique. C'est l'un des deux endroits au monde où le nord vrai et le nord magnétique sont parfaitement alignés, et où la variation de la boussole n'a pas besoin d'être prise en compte. Lorsque vous voyagez à la vitesse d'un navire, vous avez un peu de temps pour vérifier et revérifier vos calculs de navigation pour compenser cette anomalie cartographique. Mais pour les pilotes qui voyagent à plus de 200 miles à l'heure tout en dirigeant activement, les calculs doivent être rapides et précis pour rester sur la bonne voie. Les complications de la ligne agonique sur les boussoles contribuent certainement aux accidents en mer. Le champ magnétique sous le triangle des Bermudes a été crédité de la confusion des pilotes et des marins, mais la géographie de la région crée également des marqueurs visuels déroutants. Du ciel, les nombreuses îles au large de la Floride, des Bahamas et des Caraïbes en général, rendent la navigation déroutante pour les personnes déterminant leur position par rapport aux amas de terre qu'elles repèrent, ce qui aurait pu jouer un rôle dans l'histoire suivante. Un autre avion a disparu en 1954. Le vol 441 était un super constellation américain, également connu sous le nom de Air Sept V1. Connu pour sa capacité à traverser l'Atlantique en un peu plus de 8 heures, cet avion de transport effectuait régulièrement des voyages intercontinentaux. Mais lorsqu'il a volé le 30 octobre, depuis la station aérienne navale de Patuxent dans le Maryland jusqu'à Lajes aux Açores, les 42 personnes à bord, y compris les officiers de marine et leurs familles, ont tout simplement disparu.
Son décollage était normal, et il communiquait normalement pendant les 400 premiers miles de son voyage. Puis, il est devenu silencieux. Après une recherche de 5 jours, pas un seul débris n'a été récupéré, et la recherche a dû être suspendue en raison du mauvais temps. L'avion n'avait aucun problème structurel, le temps était clair à ce moment de la journée, et le pilote lieutenant Léonard avait emprunté cette route pendant 2 ans. L'avion, doté d'un radar météorologique, aurait pu être prévenu à l'avance en cas de détection. Le Conseil d'aviation de la Marine a indiqué qu'une défaillance structurelle aurait pu être une possibilité, mais la probabilité était très faible. Si l'avion chargé de gilets de sauvetage, combinaisons d'exposition et radeaux de sauvetage avait explosé, les débris auraient été repérés par les équipes de recherche. Mais pas un morceau de métal ou toute autre indication que l'avion ait été en contact avec l'eau n'a été trouvé. Des théories scientifiques pourraient expliquer cette disparition. Peut-être qu'un accident météorologique exceptionnel comme une bombe aérienne aurait pu être à blâmer. Récemment, les scientifiques ont inventé le terme « bombe aérienne », se référant à des nuages hexagonaux formés au-dessus de l'Atlantique. Ces nuages peuvent libérer des rafales d'air qui frappent l'océan à des vitesses de plus de 170 miles par heure. Ces derniers pourraient facilement envoyer un avion plongé dans l'océan ou générer une vague capable de couler un navire. L'une des disparitions les plus récentes liées au triangle des Bermudes a eu lieu en 2017 lorsque 4 personnes à bord d'un avion MU-2B ont disparu lors d'un voyage de Porto Rico à Titusville, en Floride. Environ 3 heures après le début du vol, le contrôle de la circulation aérienne à Miami a perdu la communication avec l'avion à une hauteur de 24 377,96 mètres alors qu'il se déplaçait à une vitesse de 345 miles par heure. Aucun mauvais temps n'a été signalé à ce moment-là. Le MU-2B a également disparu du radar. Le lendemain, une recherche a été lancée et la garde côtière a fouillé 8200 miles carrés d'océan. Mais cette histoire a plus de résolution que les autres. Contrairement à beaucoup des disparitions précédentes, des débris du MU-2B ont été récupérés de son crash à 15 miles à l'est de l'île d'Eleuthera des Bahamas. Compte tenu des capacités de recherche et de sauvetage améliorées des gardes-côtes d'aujourd'hui, avec de meilleurs signaux satellites et des dispositifs d'enregistrement de données requis dans les avions, la technologie nous a donné une meilleure compréhension de ce qui s'est passé avec un avion qui a suivi l'exemple des autres avions qui avaient disparu dans le triangle des Bermudes avant lui. Si la recherche avait été mobilisée quelques heures plus tard, il y a une chance qu'aucun débris n'aurait été récupéré. Et le mystère du MU-2B aurait pu entrer dans l'infamie comme faisant partie de la légende du triangle des Bermudes, au lieu de révéler la vérité qu'il s'est écrasé en mer. Mais comme nous l'avons vu, les développements futurs ont changé le récit, soulevant la question de savoir si nous devrions craindre le triangle aujourd'hui autant que nous l'avons fait dans le passé. Mais d'abord, appliquons certaines découvertes modernes au passé et voyons s'il y a une explication plus simple à certaines des théories que nous avons explorées. Des bateaux, des avions et des centaines d'êtres humains ont disparu dans le triangle des Bermudes. Des suppositions sur ce qui s'est passé ont circulé après les disparitions. Mais nous connaissons tous l'expression « avec le recul, tout est plus clair ». Et avec les avancées d'aujourd'hui, dans le suivi des modèles météorologiques, l'étude des sites archéologiques et la prédiction statistique des accidents, la plupart des théories concernant les accidents célèbres du triangle des Bermudes ont été réfutées. Revenons en arrière et examinons ce qui a vraiment pu se passer dans chacun de ces accidents tragiques. L'Atalanta, pour qu'un si grand navire et son équipage disparaissent, les gens pensaient que cela devait être un grand animal ou un acte massif de la nature. Un ancien membre de l'équipage de l'Atalanta, qui a été épargné de sa fin malheureuse au fond de la mer, a affirmé que le Her Majesty's Ship Atalanta était régulièrement chargé avec trop de cargaison. Il a été affirmé avoir vu le navire rouler au-delà de 32 degrés par mauvais temps à cause de la lourde charge. Ajoutez un équipage inexpérimenté en mission d'entraînement avec un moral bas à cause d'une maladie rampante, et vous avez une recette pour l'erreur humaine et un navire coulé. La rencontre d'Helen Austen, est-ce vraiment arrivé? Le jury hésite si la rencontre avec le navire mystère a réellement eu lieu. Lloyd's de Londres, une compagnie d'assurance anglaise, a conservé des registres précis de tous les navires disparus pour traiter les réclamations d'assurance. Les livres de navires disparus consignent les mouvements et les disparitions de nombreux navires. La compagnie d'assurance a commenté le cas de l'Helen Austen et a déclaré que son voyage s'était déroulé sans incident et aucun navire disparu correspondant à la description n'aurait été dans la zone à ce moment-là. The United States Ship Cyclops. Peut-être le cas le plus mystérieux, l'absence de communication d'urgence laisse supposer qu'un événement rapide et débilitant est arrivé à ce navire. Un officier qui a débarqué au Brésil du Cyclops a pris contact avec la marine américaine des décennies plus tard pour discuter de la conception problématique du navire et des problèmes parmi l'équipage à l'époque. Il a affirmé que le leader du navire,
Le lieutenant-commandant Worley était mal aimé pour son attitude inébranlable, mais sa façon de naviguer trop prudente. L'officier a souligné le poids impressionnant de la cargaison et a noté que les cales au milieu des navires étaient moins les seuls endroits qui pouvaient supporter ce poids. Mais transporter une charge aussi grande que la dernière cargaison du Cyclops signifiait placer une partie de la cargaison dans les cales avant et arrière. Stocker du manganèse, là, mettait en pression les faiblesses structurelles du Cyclops en exerçant une contrainte sur la coque. L'intégrité du navire compromise, en raison d'un mauvais stock, il est probable que l'United States Ship Cyclops ait été brisé en 2 morceaux et écoulé rapidement. Le Carroll A. Deering. Selon le capitaine de la garde côtière Ariel Gaskill, la goélette à 4 mâts s'est retrouvée prise dans des vents de 90 miles à l'heure, signalés à ce moment-là, et a trouvé leur navire échoué sur le banc de sable le plus extérieur des Diamond Shoals. Ils soupçonnaient que l'équipage avait pris une décision de vie ou de mort, d'abandonner leur navire condamné et de tenter leur chance en prenant leur canot de sauvetage pour rejoindre la côte. L'absence de canot de sauvetage sur le bateau trouvé confirme cette théorie. Avec un voyage de 9 miles pour atteindre la Terre, Gaskill doute qu'ils auraient survécu au voyage dans des vents comme ça. Dans des vents de cette vitesse, les vagues peuvent être très hautes et faire chavirer facilement les petits navires. C'était une combinaison d'être au mauvais endroit au mauvais moment qui a condamné l'équipage du Carroll A. Deering. Les rumeurs sur le Cotopaxi concernant la garde côtière cubaine apercevant le Cotopaxi faisaient partie d'une tendance aux fausses nouvelles, où les médias publiaient intentionnellement des canulars pour créer de l'intrigue et attirer un large public sur leur site web. Et l'inclusion du Cotopaxi par Steven Spielberg dans Rencontre du troisième type représente comment les créatifs se basaient sur les peurs, les intérêts et les théories circulant dans la culture populaire pour créer un sentiment de pertinence dans leur travail. Bien que potentiellement décevant pour ceux qui veulent de croire que des extraterrestres sont à l'œuvre dans le triangle des Bermudes, l'épave du SS Cotopaxi a récemment été identifiée dans les eaux au large de la Floride. À seulement 35 miles au large de la côte de Sainte-Augustine, le Cotopaxi a coulé dans des eaux même pas considérées comme faisant partie du triangle des Bermudes. Au cours de 15 ans, les biologistes marins ont travaillé intensivement, prenant des mesures et comparant des plans pour partager leurs découvertes. En raison des nombreuses théories sur ce qui s'est passé, les scientifiques voulaient une preuve définitive que l'épave était le Cotopaxi avant de partager la nouvelle. Ils ont croisé leur découverte avec une plainte déposée par les proches de l'équipage du Cotopaxi. La plainte mentionne qu'un charpentier qui avait réparé les écoutilles du navire avait rencontré quelques autres navires d'une conception similaire qui avaient des défauts structurels. Il a affirmé que lorsque l'eau se déversait sur le pont, elle s'infiltrait dans la cale et alourdissait le navire. Lorsque vous examinez ce défaut de conception à la lumière de la tempête tropicale que le Cotopaxi aurait rencontré avant d'envoyer un signal de détresse, il est probable que le bateau a coulé à cause d'une mauvaise météo, d'une mauvaise conception et d'une malchance. Le Rubicon, ayant seulement un chien à bord, avait l'explication la plus simple pour les navires de fantômes. On soupçonne largement que le navire a en fait quitté le port sans personne à bord. La seconde moitié de l'article de presse cite des soupçons des autorités selon lesquels le Rubicon aurait pu se détacher de ses amarres au port et le navire sans équipage aurait dérivé en mer avec seulement le chien résident du navire à bord. Il n'y avait pas d'équipage pour avoir disparu vol 19. La mission d'entraînement avait été dirigée par le lieutenant de marine Charles Carroll Taylor pendant la guerre. Il avait plus de 2500 heures de vol, mais il s'était perdu à 2 reprises distinctes, ce qui l'avait obligé à être secouru en mer. Le jour des disparitions, Taylor était arrivé tard, demandant à ce qu'une autre personne dirige la mission d'entraînement. Cette demande a été refusée et a eu des conséquences terribles. La tragédie du vol 19 est attribuée à une série d'erreurs humaines qui ont toutes coïncidé. Tout d'abord, c'était une mission d'entraînement, où le lieutenant Taylor a choisi de surveiller depuis l'arrière de l'escadron plutôt que de mener, et des erreurs de débutants en navigation auraient pu égarer tout l'équipage. Même s'il s'agissait d'un équipage expérimenté, l'erreur humaine est quelque chose que personne ne peut éviter avec une certitude absolue. Lorsque le chef de mission n'avait volé dans cette région que quelques fois, leurs tentatives pour trouver leurs repères et confirmer leur emplacement ont pris beaucoup plus de temps qu'elles n'auraient dû. Lorsque vous volez avec seulement quelques heures de carburant, des erreurs comme celle-ci peuvent avoir d'énormes conséquences. Concernant le plan de sauvetage disparu, lors des efforts pour retrouver le vol 19, le PBM Mariner était spécialement conçu pour cela. Mais parmi ceux qui les pilotaient, ces avions avaient le surnom malheureux de réservoir volant en raison de la grande quantité de carburant qu'ils transportaient à bord pour voler longtemps en patrouille. Avant de décoller, il était habituel pour les pilotes de confisquer les allumettes et les briquets de l'équipage, car ces avions étaient hautement inflammables à cause des vapeurs d'essence.
On pense que le PBM Mariner a explosé 2 heures après son décollage. Un navire marchand de passage a aperçu une boule de feu et a trouvé des traces de nappes de pétrole dans l'eau, à peu près au moment où il naviguait sur les eaux. Malheureusement, à cette époque, les explosions en vol n'étaient pas totalement inconnues. Vol 441. Pourquoi aucune trace de l'avion qui aurait pu exploser n'a-t-elle été trouvée? Alors qu'aujourd'hui les missions de recherche et de sauvetage ont réussi à trouver des débris en pleine mer, les humains seraient fous de penser que les missions dans l'océan Atlantique pour des débris sont autre chose qu'une recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Les courants d'eau peuvent déplacer les objets dans de nombreuses directions, les tempêtes peuvent provoquer des vagues qui endommagent et coulent les radeaux de sauvetage, et parfois l'œil humain peut manquer le seul gilet de sauvetage flottant parmi une étendue de centaines de miles de mer intacte. Le Conseil d'aviation de la Marine a finalement conclu, je cite, Air Sept 5, un Buno, 128441, a rencontré une force soudaine et violente qui a rendu l'avion non navigable et était donc au-delà de la portée des efforts humains pour le contrôler. La force qui a rendu l'avion incontrôlable est inconnue. C'est tragique, mais certains accidents resteront à jamais des accidents, avec des causes inconnues, des conclusions insatisfaisantes et une quantité insupportable de douleur pour les familles des disparus, dont les derniers moments seront perdus dans le mystère. Les accidents mystérieux dans le triangle des Bermudes sont généralement dus à l'erreur humaine, à de mauvaises conditions météo ou à un accident maritime. Peut-être est-ce parce que si peu d'épaves ont été récupérées que les gens ont été si intrigués par les théories et les histoires. Mais l'océan Atlantique est très profond, avec une profondeur moyenne de 11 293,4 mètres et atteignant 2750 mètres dans la fosse de Porto Rico. Des grottes verticales profondes parsemées dans le triangle des Bermudes peuvent créer des courants qui peuvent emporter les débris et rendre la récupération impossible. Si un navire coule, il restera probablement là où il a atterri, dans un endroit où ni la vie ni la lumière ne s'attardent trop longtemps. Une des grandes questions est de savoir si les disparitions dans le triangle des Bermudes sont plus nombreuses qu'ailleurs dans le monde. Nous y arriverons, mais comme l'accident de 2017 l'a prouvé, notre technologie s'est améliorée, et plus nous pouvons trouver de preuves aussi près que possible d'un accident, plus nos chances de découvrir ce qui s'est réellement passé sont grandes. Alors, que devons-nous craindre dans le triangle des Bermudes aujourd'hui? Il y a un niveau de peur sain à avoir lorsque l'on monte à bord d'un bateau ou d'un avion, de la même manière que l'on devrait en avoir en montant dans une voiture. Les accidents arrivent, la technologie tombe en panne et les gens peuvent se blesser. Ni la garde côtière américaine, ni Lloyd's of London ne pensent pas qu'il y a plus d'incidents de navires perdus ou naufragés dans le triangle des Bermudes qu'en d'autres endroits. Sortir en bateau ou voler en avion comporte un danger inhérent. Mais il n'y a pas de danger inhérent au triangle des Bermudes qui n'existe pas dans d'autres régions du monde. C'est une réalité tragique, mais la nature de la mer et du ciel est telle que lorsque les humains s'y aventurent, nous sommes à la merci de Mère Nature. Mais la zone connue sous le nom de triangle des Bermudes voit passer plus de bateaux et d'avions que de nombreuses autres régions du monde, étant donné sa position le long de routes maritimes très fréquentées et à l'intersection de 4 continents. Là où il y a plus de bateaux et d'avions, il est naturel qu'il y ait plus d'accidents. Que ce soit dans le triangle des Bermudes ou ailleurs, les avions et les bateaux voient en moyenne moins de personnes mourir que les voitures, ce que beaucoup de gens intègrent dans leur routine quotidienne. Le confort humain face au danger provient de notre familiarité. Le triangle des Bermudes est une vaste étendue d'eau atteignant des profondeurs que nous ne pouvons atteindre et abritant des formes de vie que nous n'avons pas encore vues. Le mystère de l'inconnu donne à notre imagination la place pour inventer, et bien que des explications logiques d'erreurs humaines et de météo soient à expliquer pour beaucoup des histoires du triangle des Bermudes, il y a eu des mystères sur des avions disparus partout dans le monde, même ces dernières années. Le SS Waratah était un navire de passagers destiné à naviguer entre l'Australie et l'Europe. Avec 211 personnes à bord, ce bateau de 142 mètres a disparu en 1908 au large de l'Afrique du Sud et n'a toujours pas été retrouvé. La première femme pilote à traverser l'océan Atlantique, Amelia Earhart, était lors de sa deuxième tentative de faire le tour du monde en 1937 quand elle et son navigateur, Fred Noonan, ont disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Des rumeurs disaient qu'Earhart était un agent secret ou qu'elle avait atterri en urgence sur une île isolée pour commencer une nouvelle vie. La disparition de la célébrité et pilote incroyablement doué montre que les accidents peuvent arriver à n'importe qui et que la tragédie en mer peut frapper dans les airs, pas seulement au-dessus du triangle des Bermudes.
Le vol 571 de la force aérienne uruguayenne, connu sous le nom de Miracle des Andes, a vu un avion s'écraser haut dans la chaîne de montagnes des Andes, mais à l'époque, personne n'a vu. 2 mois après l'arrêt des recherches, les survivants luttaient contre des températures glaciales et ont dû recourir au cannibalisme pour rester en vie. 16 survivants ont été miraculeusement secourus. Cet événement de 1972 a donné aux familles de ceux qui ont disparu pendant des années l'espoir que leurs proches auraient survécu à des accidents et leur a donné l'inspiration pour continuer à chercher longtemps après l'arrêt des recherches. Plus récemment, le vol MH370 de Malaysia Airlines, un avion de ligne commerciale avec 239 personnes à bord, est devenu l'une des disparitions d'avions les plus mystérieuses de l'histoire. Des documentaires ont été réalisés, des podcasts créés et des livres ont été écrits sur ce qui est arrivé aux centaines de personnes qui ont disparu. Même à une époque où l'imagerie satellite et la détection radar sont sans précédent, il est impossible aujourd'hui de balayer la totalité de la surface de l'océan Indien, sans parler de ce qui se trouve sur son fond. Mais peut-être qu'un jour nous tomberons sur d'autres épaves pour révéler la vérité sur les fins mystérieuses de ces véhicules. Mais pour l'instant, le mystère du triangle des Bermudes a été quelque peu dissipé. Ni les aliens, ni les trous de verre, ni les sirènes vengeuses ne sont responsables. Plutôt une coïncidence d'erreurs humaines, de conceptions défectueuses, de mauvais temps et d'accidents, est le fil commun entre les bateaux et les avions qui ont rencontré des fins étranges dans cette région de l'océan Atlantique. Le triangle des Bermudes continuera à vivre longtemps, compte tenu de son rôle proéminent dans la culture populaire. Il a inspiré des films et des histoires de fantômes autour des feux de camp, mais son mystique fantastique a également détourné l'attention de la tragédie des personnes qui ont perdu leur vie. Les avancées actuelles en sécurité et recherche-sauvetage rendent les accidents occasionnels notables. Alors que le public connaît le triangle des Bermudes dans tous les sens, en fonction de ses nombreuses histoires et pouvoirs mystiques, le Conseil américain des noms géographiques ne reconnaît pas le triangle des Bermudes comme un nom officiel et ne conserve pas de dossier officiel sur la zone. Il se peut qu'il ne perdure pas dans la science puisque les théories à son sujet ont été réfutées, mais son rôle en tant que relique culturelle est indéniable et perdurera pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé.